Il était une fois un roi, une table ronde, des chevaliers, une quête et des blagues sur le gras du jambon. Bienvenue dans Kaamelott. Quand on y pense, c'est complètement fou. Une série française diffusée en prime time sur M6 avec des chevaliers débiles, des dialogues moyenâgeux approximatifs et un ton qui passe du burlesque à la tragédie sans prévenir. Et pourtant, Kaamelott c'est devenu un mythe, pas seulement une série culte, mais une œuvre fondatrice d'une génération entière. Celle qui a grandi avec Arthur, Perceval et un bon gros... Ouais, c'est pas faux. Mais avant d'être une légende, Kaamelott c'était une expérience. Une série qui ne devait durer que quelques minutes par jour, un format coincé entre deux pubs pour les lessives, et c'est justement de là que vient son génie. D'un espace minuscule, Astier a bâti un royaume. Alors aujourd'hui, on va retracer cette aventure, comment Kaamelott est né, comment il a grandi et pourquoi il reste encore aujourd'hui un ovni total dans le paysage audiovisuel français. Et surtout, on va se demander pourquoi est-ce que ça marche autant, pourquoi une série à base de planches pourries et de vannes sur les quiches continue d'émouvoir 20 ans plus tard des spectateurs de tout âge. Allez, on se met à table. Ronde, bien sûr. Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Début des années 2000, la télé française est envahie de formats courts. Caméra café, un gars, une fille, Samantha Oops, des sketchs, des blagues, des mini tranches de vie de 3 minutes. Le format est simple, rentable, efficace, parfait pour combler le trou de la grille entre le journal et le prime time. Et puis, arrive un type qui veut faire Arthur et les chevaliers de la table ronde. En 2005, tout le monde lève un sourcil. Qui va regarder une série médiévale avec des costumes, du vieux français et des dialogues sur les catapultes? Ce type, c'est Alexandre Astier, musicien, humoriste, scénariste, réalisateur, acteur, monteur, compositeur, bref, le mec fait tout. Mais à l'époque, il est encore inconnu du grand public. Il traîne son univers un peu particulier, celui d'un monde médiéval à la sauce contemporaine où les chevaliers parlent comme au bistrot. Astier arrive à M6 avec un projet, une série courte, drôle, rapide et surtout écrite comme une vraie œuvre. Le pitch, Arthur essaie désespérément de tenir une cour royale composée de bras cassés. Voilà, pas de dragons, pas d'épopée, juste des mecs en armure qui ne comprennent rien aux ordres du roi. L'idée paraît simple, mais elle cache déjà tout le génie du concept. Kaamelott, c'est la collision entre la grandeur mythologique et la médiocrité quotidienne, entre la légende et le réel. Parce que oui, les chevaliers de la table ronde ne sont pas des héros épiques, ce sont des fonctionnaires du Graal. Ils font des réunions, ils râlent, ils se plaignent de la bouffe et de la météo, et dans le fond, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils foutent là. Au départ, le ton est celui d'un sketch comique. Chaque épisode dure 3 minutes, les dialogues fusent, les personnages sont des archétypes. Perceval, l'idiot attachant, Caradoc, le philosophe de la ripaille, Léodagan, l'homme en colère permanente, Guenièvre, reine aussi naïve que délaissée, et Arthur, ce roi fatigué d'être le seul à avoir un cerveau. Mais très vite, quelque chose se passe. Les spectateurs ne rient pas seulement des blagues, ils s'attachent. Derrière la bêtise, il y a la tendresse, derrière le burlesque, il y a la mélancolie. Et surtout, Kaamelott invente un nouveau langage, un français familier mélangé à des tournures pseudo-médiévales, des insultes absurdes et une syntaxe si particulière qu'elle devient culte. Ce mélange donne à la série une saveur unique, à la fois populaire et érudite, triviale et poétique. Le secret de Kaamelott, c'est son créateur, Alexandre Astier, est partout. Il joue, il écrit, il dirige, il monte, il compose la musique. Son empreinte est totale, presque obsessionnelle. Mais au lieu d'écraser la série, cette omniprésence lui donne une cohérence rare. Chaque mot, chaque regard, chaque silence a une intention, et derrière l'humour, il y a un propos. Astier ne se contente pas de parodier le mythe arthurien, il l'humanise. Arthur n'est plus un héros parfait, mais un homme dépressif, désabusé, qui tente de maintenir l'ordre dans un monde absurde. Kaamelott, c'est une comédie sur le désenchantement, un miroir tendu à notre époque, celle où les idéaux se noient dans la paperasse. Visuellement, Kaamelott, c'est une anomalie. Pour une série quotidienne, les décors sont impressionnants, les costumes sont détaillés, la mise en scène est soignée et la musique, composée par Astier lui-même, donne une vraie ampleur épique à des scènes qui pourtant parlent souvent de navets. Ce contraste constant entre la forme majestueuse et le fond absurde crée un ton unique. Quand Perceval explique qu'il n'a absolument rien compris à la quête du Graal, la musique épique derrière lui donne à cette idiotie une immense dimension tragique et belle à la fois. C'est là tout le génie d'Astier, faire rire, mais toujours avec gravité. Très vite, Kaamelott dépasse son statut de série humoristique. Les répliques circulent partout, les DVD s'arrachent et les fans se comptent par millions. C'est devenu un langage commun, un mème avant l'heure. Mais ce succès ne repose pas que sur les blagues. Ce que le public sent, sans toujours le formuler, c'est qu'il y a du fond. Sous les gags, il y a une histoire, des personnages cohérents et un univers qui s'étoffe. Et c'est là qu'Astier va faire un choix audacieux, arrêter de faire rire tout le temps. Au début, Kaamelott, c'était un sketch par jour, mais très vite, quelque chose change. Les épisodes s'enchaînent, les personnages évoluent et les spectateurs commencent à sentir qu'il y a une trame, un fil rouge. On ne rit plus seulement de Perceval, on rit avec lui. Arthur, lui, devient de plus en plus humain, presque fragile. Les dialogues prennent de la profondeur, les blagues deviennent des outils de caractérisation. Et puis arrive la fameuse transition. Les livres, qui sonnent comme des saisons, gagnent en longueur. Les épisodes durent 7, 10, puis 50 minutes et Kaamelott quitte définitivement la case de série courte pour devenir une épopée. Astier, en fait, est en train de hacker la télévision française sous couvert d'humour. Il impose une narration feuilletonnante, des arcs dramatiques, une continuité émotionnelle. Bref, il fait du drama là où on attendait du comique. Chaque livre de Kaamelott marque une étape dans cette mutation. Livre 1 et 2, c'est de l'humour pur. La découverte du ton, des dialogues absurdes, des quiproquos, des situations
situation loufoque. Le livre 3, l'écriture quant à elle s'est enrichie, les personnages s'affirment et Arthur commence à douter. Le livre 4, c'est la crise. Lancelot quitte Camelot, les tensions explosent et le ton s'assombrit. Livre 5, c'est la dépression du roi. Le comique devient mélancolique. Et enfin, le livre 6, c'est le retour aux origines, un préquel qui raconte la formation d'Arthur et les racines de sa solitude. En 6 livres, Camelot passe d'un sketch de 3 minutes à une fresque tragique d'1 heure. Du gag sur les pommes de terre au dilemme existentiel du roi. Et c'est ça le vrai coup de maître, avoir réussi à faire grandir son public sans jamais le perdre. On pourrait croire que Camelot devient sérieux à un moment précis, mais non. Le changement de ton se fait en douceur, presque à l'insu du spectateur. Un jour, tu regardes un épisode où Perceval invente le jeu du Shifumi médiéval. Le lendemain, tu te retrouves face à Arthur en pleine crise existentielle, avouant qu'il n'a plus envie de chercher le Graal. Et pourtant, tout est cohérent. C'est la même série, le même univers, les mêmes personnages. Astier ne casse pas le ton comique, il l'étire. Il nous montre que la frontière entre le rire et la tragédie est minuscule, que les deux sont parfois les deux faces d'une même pièce. C'est là qu'on comprend que Camelot n'est pas une parodie du mythe arthurien, c'est une réécriture, une humanisation du mythe, et ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Si Camelot est resté dans les mémoires, c'est aussi grâce à son langage, pas seulement ses répliques cultes, mais la façon dont Astier écrit le français. Il mélange le langage familier, le phrasé oral et une sorte de noblesse désuète. C'est du Moyen-Âge version comptoir, du théâtre classique revisité façon pause café. Les personnages parlent comme nous, mais en mieux, avec un sens du rythme, de la musicalité et de la précision quasi chirurgicale. Parce qu'en réalité, Camelot, c'est aussi de la musique, et c'est logique. Astier est compositeur avant tout. Chaque phrase, chaque silence, chaque intonation est millimétrée comme une partition. Et ce travail sur le langage a un effet magique. Il rend tout crédible, même les pires absurdités. Quand Perceval explique qu'il a inventé un système de reconnaissance dans les bois et que ça consiste à crier son nom très fort jusqu'à ce que quelqu'un réponde, ça paraît logique parce que c'est dit avec la bonne musique. À mesure que la série avance, Arthur devient le cœur battant de Camelot. Au départ, il était le seul adulte de la salle, mais petit à petit, son humour s'effrite, il doute, il s'épuise et il finit par craquer. C'est rare dans une série humoristique de voir un héros sombrer lentement dans la dépression et pourtant, c'est ce qui rend Camelot si puissant. Arthur, c'est le chef fatigué, le leader moderne qui en a marre de tout gérer. Il porte sur ses épaules le poids de la mission, l'incompétence de ses troupes et la solitude du pouvoir. Et plus le temps passe, plus le Graal, symbole de pureté et de vérité, devient une métaphore, celle d'un idéal qu'on poursuit sans jamais vraiment l'atteindre. Astier transforme la quête mystique en drame existentiel. Arthur n'est pas seulement un roi, c'est un homme en crise, un homme qui se demande si le sens qu'il cherche existe vraiment. En face d'Arthur, il y a Lancelot, le chevalier parfait, loyal, droit, pur et justement presque insupportable. Au début, Lancelot, c'est le type un peu coincé qui prend tout au sérieux, mais à mesure que la série s'assombrit, il devient le reflet noir d'Arthur. Son double, son rival, son échec. Arthur doute parce qu'il est trop humain, Lancelot quant à lui échoue parce qu'il est trop parfait. Et quand il quitte Camelot, la série bascule définitivement dans le drame, c'est la fin de la comédie de bureau, le royaume se fissure, les amitiés se brisent et le Graal devient secondaire. Lancelot n'est plus le personnage comique, il devient une menace et son retour dans les derniers livres scelle le destin du royaume. Le mythe se transforme en tragédie. Autour de ce duo tragique, le reste de la troupe continue d'évoluer. Perceval et Caradoc, les deux idiots du village, gagnent une dimension inattendue. Ils incarnent la liberté, l'insouciance, la loyauté pure. Leur stupidité devient une force, ils n'ont pas d'ego, pas de plan, juste de la sincérité. Et dans un monde où tout le monde trahit tout le monde, c'est presque héroïque. Merlin, le druide raté, symbolise la médiocrité intellectuelle assumée. Léodagan, lui, incarne la colère brute. Guenièvre, la tendresse naïve. Tous, à leur manière, révèlent une facette du royaume intérieur d'Arthur. Et c'est ça la magie de Camelot. Même les personnages les plus bêtes ont une âme. Astier ne se moque jamais d'eux gratuitement, il les aime profondément. Le cœur de Camelot, c'est un équilibre improbable. Faire rire sans jamais perdre la gravité, le gag n'annule pas le drame, il le souligne. Quand Arthur s'énerve sur la nullité de ses chevaliers, c'est drôle, mais c'est aussi triste parce qu'on sent que derrière la vanne, il y a un homme qui ne croit plus en rien. C'est cette dualité qui fait que Camelot touche autant. C'est drôle, oui, mais c'est surtout profondément humain. Et c'est peut-être le plus grand tour de force de Astier. Il a réussi à faire évoluer Camelot sans perdre son public, parce que le public lui aussi a grandi. Les fans en 2005, ils avaient 15 ans. Ils riaient des blagues de Perceval, 10 ans plus tard, ils regardent Arthur pleurer seul dans sa chambre, et là, ils comprennent. C'est ça Camelot, une série qui vieillit avec nous, une série qui commence comme un gag et qui finit comme un miroir. Et puis arrive ce moment, vers la fin du livre 4, Arthur trahi, abandonné, épuisé, s'effondre, la table ronde éclate, Lancelot part dans la forêt et le roi perd sa foi, son royaume, son amour. C'est là que Camelot meurt pour mieux renaître, parce qu'à partir de là, la série ne sera plus jamais vraiment une comédie. Le mythe s'est éveillé et le rire désormais cache une tragédie. Camelot, ce n'est pas qu'une série, c'est un royaume, et comme tout royaume, il a chuté. Dans les derniers livres, la comédie s'efface, le ton devient plus sec, plus mélancolique, on quitte la table ronde pour une table de dépression. Arthur Pendragon, ce roi qu'on croyait immortel, s'effondre, l'élu des dieux ne croit plus ni en eux, ni en lui-même. Le roi Arthur, c'est un symbole, mais chez Astier, le symbole a des insomnies, une crise de foi et probablement des ulcères. L'humour, jusque-là omniprésent, devient une arme de défense. Un humour triste, presque nerveux, les dialogues changent de rythme, plus de silence, plus de regard, le montage devient une respiration lourde, on comprend que ce n'est plus une parodie de la légende arthurienne, c'est une légende humaine. Arthur est las des chevaliers incompétents, las des dieux muets, las d'être le seul adulte dans un royaume d'adolescents attardés et surtout las d'aimer
sans retour. Dans Kaamelott, Guenièvre n'est pas qu'une figure romantique, elle est la clé de la tragédie d'Arthur. D'abord, simple naïve, elle devient l'incarnation d'un amour impossible, là où Perceval et Caradoc rient du monde, Arthur lui souffre de le comprendre trop bien. Ce que fait Alexandre Astier ici, c'est monumental, il transforme un personnage comique en tragédie grecque, et tout ça sans perdre la magie du ton, parce qu'au cœur du désespoir, un dialogue comme « Vous êtes un grand roi, sire, oui, mais un roi tout seul suffit à te briser en deux ». Lancelot, au départ, c'est le type propre sur lui, coincé, rigide, presque ridicule. Mais au fil des saisons, il devient le miroir sombre d'Arthur. Là où le roi doute, Lancelot agit. Là où le roi pardonne, Lancelot punit. Et dans ce glissement moral, Kaamelott touche la mythologie pure. Deux idéaux qui se brisent l'un contre l'autre. Ce duel n'est pas celui du bien et du mal, c'est celui de la foi et du désespoir. Et le pire, c'est que les deux ont raison. Après la chute, vient le silence. 10 ans sans Kaamelott, 10 ans pendant lesquels Astier prépare son coup. Parce que oui, Kaamelott n'est pas mort, il attendait juste son heure. Et en 2021, la légende revient, pas sur M6, mais au cinéma, avec Kaamelott, premier volet. Le film est plus qu'une suite. C'est un testament. Visuellement, on quitte la comédie de plateau pour une épopée cinématographique. Les paysages d'Auvergne deviennent des royaumes mythiques. Et Arthur, plus vieux, plus cassé, revient pour un dernier combat contre lui-même et contre l'ombre de Lancelot. Alexandre Astier, c'est un cas à part. Scénariste, réalisateur, compositeur, acteur, monteur et probablement responsable du café sur le plateau, il incarne à lui seul Kaamelott. Mais surtout, il fait ce que peu de créateurs ont osé faire, transformer une comédie en œuvre épique sans trahir son ADN. Et ça, c'est un tour de magie rare. Là où d'autres auraient fait une suite fanservice, Astier fait une suite existentielle. Un film qui parle de la mémoire, de la transmission, du vieillissement, de la foi, bref, un film de roi. Parce que Kaamelott, c'est aussi ça, une œuvre populaire dans le vrai sens du terme. Tout le monde connaît une réplique. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Le gras, c'est la vie. Ouais, c'est pas faux. Ces phrases sont entrées dans notre langage, dans notre culture, dans notre ADN collectif, et c'est sans doute la plus belle victoire d'Arthur, avoir bâti un royaume dans nos têtes. Aujourd'hui, la légende continue, les prochains volets de Kaamelott sont attendus comme un retour du Graal, et si on en croit Astier, la suite sera plus vaste, plus mystique, plus personnelle, parce que la quête n'est pas finie. Tant qu'il y aura un roi qui doute, un chevalier maladroit, une table ronde branlante, Kaamelott vivra. Au fond, Kaamelott parle d'une chose simple, la difficulté d'être à la hauteur, être un roi, être adulte, être bon, et c'est sans doute pour ça que cette série touche autant, parce qu'elle parle de nous, pas d'un héros parfait, mais de ceux qui essaient, même quand tout va mal. Alors oui, Kaamelott c'est drôle, mais c'est aussi une œuvre sur la foi, la douleur et la beauté du raté, et ça, c'est autrement plus noble qu'un Graal. Quand Kaamelott commence en 2005, c'est un petit miracle télévisuel. Un format court sur M6, au milieu des pubs pour les yaourts et les voitures, 18 ans plus tard, c'est un monument culturel. Une série qui a grandi avec nous, qui a traversé les époques, les mèmes, les réseaux, les générations, et aujourd'hui encore, on continue de citer ses répliques, de débattre sur ses personnages, de se repasser les meilleures scènes à table, comme d'autres récitent du Molière. C'est rare une œuvre qui devient un langage commun. Kaamelott, c'est notre Bible païenne à nous, notre théâtre du quotidien, notre roman national en mode. On en a gros. Ce qui rend Kaamelott aussi unique, c'est sa francité. Pas au sens chauvin, mais au sens culturel. Un humour de comptoir, une philosophie de bistrot, un rapport au tragique bien de chez nous. Astier réussit un truc fou, il fait du mythe arthurien une légende anglaise, une saga française pleine de boue, de vin, de jurons et de tendresse. Chez lui, la noblesse passe par la sincérité. Et c'est peut-être pour ça qu'Arthur nous parle autant. C'est un héros qui ne sait plus comment être héroïque, un roi qui doute comme nous, un chef qui aimerait juste dormir un peu plus. Et entre deux coups de gueule et 3 crises existentielles, il nous rappelle une chose simple, qu'il y a plus d'honneur dans le doute sincère que dans la certitude bornée. L'héritage de Kaamelott, on le sent partout. Dans les séries françaises qui osent aujourd'hui mélanger les genres, dans les vidéastes, les humoristes, les créateurs qui citent Astier comme un modèle d'écriture, et dans cette génération qui a compris grâce à Kaamelott qu'on peut faire du fond sans renoncer à la vanne. Kaamelott a prouvé qu'en France, on pouvait raconter une histoire ambitieuse, drôle, tragique, populaire, et que le public suivrait. Parce que le public, lui aussi, a envie de croire à quelque chose de grand. Parlons-en justement de cette musique, parce qu'on ne peut pas évoquer Kaamelott sans parler de son thème principal, ses notes à la fois majestueuses et nostalgiques qui résonnent comme un appel à la mémoire. Astier compose lui-même sa bande originale et ça s'entend. Chaque motif raconte une émotion, chaque violoncelle une blessure, chaque silence un poids. C'est de la musique médiévale passée au filtre du drame moderne. C'est une musique de chevalier fatigué, d'amitié brisée et de rêves inachevés. Elle nous dit tout sans un mot. Qu'on peut être un héros sans armure, qu'on peut être un roi sans trône et qu'on peut aimer le monde même s'il ne le mérite pas toujours. Au fond, Kaamelott c'est une série sur l'humain, sur nos doutes, nos contradictions, nos petits ratés du quotidien. On y retrouve notre pote un peu débile, notre collègue qui s'énerve pour rien et notre chef dépassé, notre famille dysfonctionnelle. C'est une série sur la tendresse cachée dans la médiocrité et c'est sans doute pour ça qu'elle reste intemporelle. Parce que Kaamelott, c'est nous tous, autour de la table, en train d'essayer de faire de notre mieux même quand c'est pas glorieux. Si Arthur devait nous laisser un dernier message, ce serait peut-être celui-là. Il n'y a pas de honte à douter, il y a seulement de la honte à renoncer. C'est ça l'esprit Kaamelott. Le courage dans la fatigue, la noblesse dans le ridicule, la foi dans la défaite. Une tragédie qui fait rire, un rire qui fait réfléchir. Et au final, que le Graal existe ou non, ce n'est pas très grave parce que ce qui compte c'est la quête et nous spectateurs, on en fait partie. Alexandre Astier prépare déjà la suite, le deuxième volet arrive, les fans comptent les jours, les répliques, les théories et peu importe ce que contiendra le film, on sait déjà que le roi reviendra parce que Kaamelott au fond n'a jamais quitté personne. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire Ouais, c'est pas faux. souvenez-vous, ce n'est pas juste une réplique, c'est un bout de la légende. Parce qu'un jour le Graal, on le trouvera peut-être, mais en attendant, Là, on en a gros.